8h44, c'est le petit déjeuner politique du général Pierre de Villiers, ancien chef d'état-major des armées et auteur du livre « L'équilibre est un courage » aux éditions Fayard. Oui, bonjour général Pierre de Villiers. Bonjour Patrick Roget. Oui, avant de parler de la Turquie et de votre livre pour surréparer la France, la crise du Covid. Emmanuel Macron réunit aujourd'hui et demain des conseils de défense. Est-ce que le terme d'ailleurs conseil de défense convient parfaitement à la situation ? Écoutez, je pense que les mots ont un sens. S'il a été choisi, c'est qu'il correspond à la situation. Moi, c'est plutôt une réunion sur la pandémie, parce que je pense que, bien sûr, nous sommes en guerre contre le virus, mais la vraie guerre à mener, c'est contre l'islamisme radical, de mon point de vue. Et le couvre-feu, c'est plutôt un confinement nocturne. Donc, moi, je suis à cheval sur les mots, mais peu importe. Ce qu'il faut, c'est que de ces réunions sortent des décisions avec une vraie stratégie pour qu'on puisse finalement dissiper cette incertitude dans laquelle nous nous trouvons. Il y a 10 jours, on a eu le couvre-feu. Maintenant, on voit qu'on va vers quelque chose d'autre. Cette situation d'attente et d'incertitude est certainement très désagréable pour tout le monde. Oui, c'est ça. Stratégie. Vous estimez qu'il y a un manque de stratégie de la part en fait du gouvernement et d'Emmanuel Macron ? Je trouve que la société française aujourd'hui est dans un climat très anxiogène et que quand on est en crise multiple. Oui. Crise sanitaire, mais crise économique, sociale, financière, sécuritaire, politique. Je crois qu'il faut apporter de la confiance. Cette confiance, elle manque un peu. Il faut aussi de l'autorité, parce que le carburant de l'autorité, c'est la confiance. L'autorité qui fait que chaque individu a le sens du collectif et que c'est ce mouvement autoritaire à se faire grandir qui fait que les gens se sentent appartenir à un creuset national. Et puis cette stratégie, cette vision de long terme, on est dans le court terme, on est dans les mesures, les unes derrière les autres. Ce qu'il faudrait, c'est avoir un rayon d'espérance. La sortie de crise, quand elle arrivera, voilà ce qui va se passer. Oui, mais quand on est en plein dans le conflit, c'est beaucoup plus difficile, non ? Et puis de faire preuve d'autorité sur des situations délicates qui sont en cours. La conduite de l'action dans le brouillard de la guerre, nous y sommes en plein dedans, est toujours très difficile. On donne des ordres de conduite, si on prend le parallèle avec une opération militaire. Mais l'anticipation, je crois que c'est un ingrédient indispensable pour amener à la victoire. Et on a le sentiment un peu sur cette crise, comme sur d'autres, qu'on court derrière le virus et que finalement c'est toujours en réaction. Moi je préfère l'anticipation, j'aime beaucoup cette devise du maréchal de Lattre, ne pas subir. Oui. Est-ce que les Français sont disciplinés également ? C'est une des questions. La principale caractéristique du Français, qui quand même est quelque part un peu un Gaulois, n'est pas sa discipline, c'est plutôt son génie. Et parfois effectivement le génie manque de discipline. Oui. Dans ce cas précis, justement, sur la gestion de la crise du Covid, alors moi, je trouve responsabilité individuelle des Français aussi. Dans ce cas précis, globalement, pendant le confinement, les Français ont fait preuve d'une très grande discipline. Oui. Simplement, une fois que vous avez fait des efforts, et une fois qu'il nous a été dit, après on en sortira, et on en sortira vainqueur, effectivement, maintenant on demande de recommencer, c'est toujours plus difficile. Parce que, encore une fois, le doute est apparu. Et le doute, c'est le début de la défaite. Donc, il faut retrouver cette confiance dans l'action collective par l'individu, par chaque citoyen, par la responsabilisation de chaque citoyen. Là, nous sommes dans l'attente de nouvelles mesures. Et c'est jamais bon, cette attente. Il faut dissiper cette incertitude. Ouais. Venons-en à la Turquie. La situation diplomatique entre la France et la Turquie est extrêmement tendue. Le président Erdogan appelle au boycott des produits français. Conseil de militaire général justement de Villiers, comment réagit-on face à l'adversité, en l'occurrence aux attaques du président turc ? La Turquie est une illustration de cette réapparition depuis une dizaine d'années des États-puissances qui cherchent à regagner en fait leur influence perdue. Concernant la Turquie, c'est la réapparition dans cette vision stratégique du président Erdogan de l'Empire ottoman, l'éradication des Kurdes, cette vision à 20 ans. Ouais. Quand nous, nos démocraties européennes sont sur la prochaine élection. Lui, il est sur la prochaine génération. Il est clair que le président Erdogan a un comportement, une attitude très agressif
Et moi, je suis choqué par ces propos, je suis choqué par ces dérives dans un certain nombre de pays, dérives de vocabulaire, dérives de violence verbale. Vous savez, la violence verbale précède toujours la violence physique. On ne peut pas admettre que la Turquie ait ce comportement en Syrie, en éradiquant nos principaux alliés contre l'islam radical, les Kurdes. Ce comportement en Libye, en projetant des soldats turcs sur le sol libyen, également dans le Haut-Karabakh, en combattant nos amis arméniens. Sainte-Sophie, qui a été transformée en mosquée unilatéralement. La Turquie est un pays très important pour la stabilité du monde. C'est la porte d'entrée, c'est le sas entre la chrétienté et l'islam, on le sait, et nos amis turcs n'ont rien à voir avec ces paroles du président Erdogan. Mais maintenant, il va falloir clarifier la situation. Oui, c'est ça, mais alors comment c'est une réponse française, c'est une réponse européenne, éventuellement? Eh bien, à deux niveaux. D'abord, une réponse française, parce que c'est le président qui a été agressé par le président Erdogan, et puis surtout, il faut clarifier la situation au plan international, si vous voulez. Les organisations internationales dans cette affaire ne sont pas claires. Il faut définitivement arrêter l'adhésion de la Turquie dans l'Europe, puisque c'est suspendu, mais c'est pas définitivement arrêté. Je crois que ça, maintenant, on a la preuve que ce n'est pas faisable. Et ensuite, il faut que l'OTAN clarifie la situation, parce que la Turquie est un membre éminent de l'OTAN et agissant. Et là aussi, les Américains ont un rôle important à jouer. Oui, mais il faut montrer de la fermeté. Il ne faut pas fermer la porte à la Turquie, parce que ce serait le risque aussi d'un embrasement, non? Mais bien sûr que il faut surtout pas fermer la porte à la Turquie. Encore une fois, historiquement, la Turquie a toujours été un pays extrêmement important dans l'équilibre du monde, dans cette zone aux confins de l'islam et de la chrétienté. Mais la diplomatie, c'est aussi l'art de garder l'équilibre entre l'humanité et la fermeté, ce que je décris dans mon livre. Oui, on va y venir effectivement dans un instant. Effectivement, l'équilibre est un courage. C'est une réplique aussi du président Erdogan au discours tenu par Emmanuel Macron. Emmanuel Macron, la semaine dernière, avait eu les mots justes, notamment en disant qu'il fallait continuer le principe des caricatures, et puis des mots forts aussi contre l'islamisme. Moi, je pense que la fermeté dans cette guerre contre l'islam radical est nécessaire. Après, bien sûr, il ne faut pas choquer inutilement la majorité des musulmans qui ont parfaitement droit à exercer leur religion et avoir leurs convictions, mais il ne faut pas transiger sur cette liberté. Et cette liberté, elle permettra d'ailleurs aux musulmans, qui sont souvent les principales victimes du terrorisme islamiste, de pouvoir vivre leur vie sereinement. Je crois que c'est important de préserver aussi cette liberté. Oui, alors vous êtes allé en banlieue, vous le racontez à plusieurs reprises, pour écrire ce livre, et puis même au-delà. Est-ce que le séparatisme islamiste, vous l'avez rencontré, c'est une réalité? Bien sûr, c'est une réalité. C'est une réalité en France. Ils sont là, les terroristes potentiels islamistes radicaux, plutôt jeunes et plutôt dans des cités, pas que, il y en a un peu partout, mais plutôt dans les cités. Mais quand vous êtes allé dialoguer avec eux, avec certains jeunes dans les cités, en région parisienne, vous l'évoquez, vous dites qu'il y a quand même la possibilité de parler, de dialoguer, de construire autre chose. Bien sûr, avec les jeunes de ces cités qui n'ont pas basculé dans le salafisme. Avec les salafistes, moi, je n'ai aucun dialogue. On ne peut pas parler avec eux. Si vous voulez, ce qui me paraît dangereux dans les cités, ce que j'explique dans l'équilibre est un courage, c'est que avant, il y avait une indifférence courtoise entre les caïds qui font tourner l'économie, qui n'est pas souterraine, qui est pratiquement à visage découvert, l'économie de la cité, et puis les salafistes qui, eux, ont d'autres objectifs pour convaincre ces jeunes vulnérables, plutôt pauvres et plutôt désœuvrés, de rejoindre leur rang pour cette idéologie qui vise à instaurer la barbarie sur notre sol et changer notre régime démocratique pour implanter la charia. Oui. Il y a un vrai risque dans cette symbiose qui est en train d'arriver entre ces caïds et ces salafistes. Je souligne ce risque parce que c'est relativement nouveau. Oui, quels risques sont les ferments d'une guerre civile? Les uns auront plus d'argent et les autres auront plus de conviction. Oui. Et donc une capacité à convaincre supplémentaire. Oui, et donc des ferments de guerre civile en France ou pas? Les ferments, effectivement, d'un durcissement dans ces cités qui sont déjà des mondes de violence. Et la grande majorité de ces populations sont des gens qui veulent la paix.
et qui aspirent à avoir une vie heureuse. Oui. Mais ces cités sont tenues à la fois par les salafistes sur l'islam radical et par les caïds pour l'économie et pour vivre. Ouais. Alors dans votre livre, vous abordez toutes les questions, y compris sociales, environnementales, l'écologie. Vous dites que que ça existe et vous développez effectivement tout ça. C'est une base quand même de programme électoral, votre livre, ou pas? Mon livre n'est pas un programme électoral, c'est une stratégie. Parce que je pense que nos démocraties sont en risque, et singulièrement notre beau pays, la France. Il faut reconstruire notre système global qui est en train de s'effondrer sous nos yeux, et on ne pourra pas dire qu'on ne savait pas. On le voit avec cette crise sanitaire, nous avons les pires difficultés à y faire face, car notre État n'est plus organisé pour gérer ce genre de crise. Il a été laminé par une optique essentiellement comptable et financière pendant des dizaines d'années, et on voit que dès qu'il y a une crise, on ne peut plus y faire face. Oui. Et je crois que aujourd'hui, il est temps de reconstruire les fondamentaux, et c'est ce que j'essaie modestement dans mon livre, en commençant par l'éducation, ensuite en réconciliant le régalien et le social et l'économie, en traitant tous les grands sujets, en particulier les cités, mais aussi, vous l'avez dit, le rôle de la technologie, l'écologie, le travail, comment on gère notre temps, parce qu'on est dans le temps court et il faut retrouver le temps long, et puis plus globalement, une société qui soit plus harmonieuse, qui soit plus bienveillante, tout en étant exigeante et plus ferme. Oui. Voilà le message de mon livre. Voilà, avec 3 France, la France des oubliés notamment, et vous parlez beaucoup des gilets jaunes dans un premier temps, ensuite il y a toutes les fractures, et puis la France de ceux qui vont mieux, avec les cols blancs. Est-ce qu'on peut les réconcilier, et est-ce que votre livre peut servir justement à ça, pour être une base électorale? Vous dites à l'intérieur, dans les derniers chapitres, que vous laissez entendre que vous ne seriez pas candidat, contrairement à ce que disent certains. C'est une certitude ou pas, ça? Mon livre n'est pas un tremplin pour une quelconque opération électorale. Notre démocratie est déformée. Le problème n'est pas de savoir qui va se présenter en 2022 pour les Français aujourd'hui. Le problème, c'est de résoudre leurs problèmes. Toute autorité est un service. On est dans une logique de pouvoir aujourd'hui. Moi, je suis dans une logique de responsabilité. J'ai servi la France pendant 43 années, jusqu'à envisager d'y laisser ma propre vie. J'ai commandé des soldats qui, pour certains d'entre eux, sont morts pour la France. Ces souvenirs des cérémonies aux Invalides, avec ces corps entourés du drapeau français. Comprenez bien que moi, je fais ça pour la France, pour continuer à servir autrement, pour être utile à mon pays. Je suis très heureux parce que le livre démarre très bien, réjouissons-nous. Et puis pour le reste, moi je ne suis pas dans un billard à 4 bandes. Les Français, ils en ont marre des billards à 4 bandes, de ces comédies humaines, de ces éléments de langage. Ils veulent de l'authenticité, de la vérité. C'est ce que j'essaie modestement d'incarner. Oui, Général de Villiers, question avec Cécile de Ménibus. Cécile. Oui, après un désaccord avec Emmanuel Macron, il y a 3 ans, vous avez démissionné de vos fonctions. Vous parlez beaucoup de pardon dans votre livre. Est-ce qu'aujourd'hui vous lui avez pardonné? Est-ce que vous seriez prêt à retravailler avec lui? Moi, je ne suis pas du tout dans la rancœur. Et alors beaucoup de gens sont étonnés de ça, parce que le pardon, c'est pas très à la mode. C'est ma conviction. Je crois que notre société a oublié ses racines, et une des racines, c'est le pardon, c'est la bienveillance, c'est accepter que la vraie richesse est chez les autres, c'est quitter ce tout à l'ego dans lequel nous sommes. Et c'est mon optique de vie, tout simplement. Réussir dans sa vie, mais aussi pour moi réussir sa vie, c'est ça, être heureux avec les autres. Voilà, moi j'ai aucune rancœur. Donc retravailler avec Emmanuel Macron, alors possible ou pas, comme dit? Non, mais retravailler avec Emmanuel Macron, moi j'ai absolument pas. Je n'ai pas à retravailler avec Emmanuel Macron. Moi j'ai ma nouvelle vie, je suis particulièrement épanoui. Il y a tant de choses à faire. Vous lui avez envoyé votre livre? Bien sûr, oui, je lui ai envoyé comme les 2 autres. Et il y a tant de choses à faire aujourd'hui dans notre société. Il y a tant de problèmes à gérer. Il y a tant de solutions à trouver vis-à-vis des entreprises, vis-à-vis de cette belle jeunesse qui aspire à s'engager dans ce contexte. C'est très difficile aujourd'hui pour les jeunes de trouver des stages, des alternances, de faire leurs études. Il faut les aider. Voilà, moi c'est ma vie. Et donc, Général, il peut piocher dans vos idées? Il peut piocher dans vos idées?
Mais j'ai écrit ce livre pour que l'on pioche dans les idées, pour que les voies stratégiques que j'ouvre puissent inspirer nos dirigeants, bien évidemment. Merci Général Pierre de Villiers. L'équilibre est un courage. Réparer la France, c'est aux éditions Fayard. Merci de m'avoir invité. Je vous en prie, dans quelques instants, Catherine Hill, épidémiologiste, sera avec nous. Tout de suite, le journal de 8h. Sud Radio.